Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau module de formation qui va donc être consacré à des figures chartistes, le double top, le double bottom et leurs variantes, des figures chartistes que l'on retrouve assez souvent et qui vous donneront donc l'occasion d'exploiter ce qui va être dit dans ce module de formation un petit peu particulier puisque il vient compléter la collection et la formation intégrale, mais il n'y a qu'une vidéo exclusive, hein. Il n'y a pas de livre au format numérique, donc c'est un module qui en ce sens est un petit peu particulier, il y en aura d'autres. Alors voilà en fait l'ensemble des modules disponibles dans la formation intégrale, donc 20 modules. Vous trouverez d'ailleurs tous ces livres, tous ces vidéos exclusives, tous ces modules sur mon site. Je vais mettre un lien à la fin de cette vidéo de présentation afin que vous puissiez accéder et découvrir toute cette formation intégrale. Il y aura un lien cliquable à la fin de ce module de formation. Maintenant, j'aimerais vous présenter ce qui nous attend, ce qui vous attend dans ce module avec le sommaire détaillé, donc les différentes morphologies possibles, les variantes, ce qu'on peut faire de cette figure chartiste quand on est un analyste technique et ce qu'on peut en faire lorsqu'on est un trader. Et maintenant, place à la vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au double top, au double bottom et aux nombreuses variantes. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la base, mais aussi toutes les subtilités qui permettent d'améliorer la réussite du trading dans l'utilisation de cette grande famille de double top, double bottom, etc., etc. On va commencer par une visualisation assez simple de la figure. On va commencer par le double bottom, bottom signifiant bas ou creux en anglais. Donc vous allez avoir la forme classique qui est ici. Ok, vous voyez bien un creux suivi d'un deuxième creux. Maintenant, il y a des subtilités qui, en termes de probabilité, n'apportent pas grand-chose, mais bon, il faut connaître les termes. On parlera de double creux en Adam et Adam lorsque les bas sont pointus, comme ça, un peu comme des canines, et de double creux en Ève et Ève lorsque c'est plus arrondi. Je le répète, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça fait partie de la terminologie. Et on peut avoir également des doubles creux en Adam et Ève, ou l'inverse, en Ève et Adam. On remarquera assez souvent l'occurrence de variantes sous forme de triple bottom, ou même quadruple, hein, si on veut, hein, toutes les déclinaisons sont possibles. Vous allez donc avoir effectivement trois creux comme ça. Et également ce qu'on appelle le V-corner ou le V-bottom, qui en fait est constitué d'un seul creux violent. On en reparlera un petit peu plus tard. Pour le double top, c'est pareil, vous allez avoir un premier sommet suivi d'un autre sommet. On peut retrouver ça sur toutes les unités de temps. Après, vous pouvez avoir des doubles tops en Adam et Adam lorsque, eh bien, c'est un petit peu comme des oreilles de lapin, hein, c'est pointu. Ou alors en Ève et Ève lorsque le sommet est plus arrondi, avec également ici toutes les déclinaisons possibles pour les doubles tops en Adam et Ève, Ève et Adam, le triple top et le V-top. Alors voilà le schéma de base d'un double bottom classique. Vous allez avoir donc le premier creux et suivi d'une première remontée avec derrière un autre creux, une autre remontée et on appellera ligne de coup ou ligne d'eau eh bien, le trait horizontal qui relie en quelque sorte hein, le niveau maximal hein, auquel on a pu prétendre lors de la formation de la figure. Très souvent, mais pas toujours, on aura ici un petit retour sur la ligne d'eau une fois qu'elle a eu été cassée hein, pour vérifier la solidité de la figure avant de repartir vers le haut.
Bien sûr, rien ne fonctionne à tous les coups. Il peut arriver que vous ayez une fausse cassure, c'est-à-dire que lorsque la ligne d'eau va être cassée, au lieu de repartir après un throwback, eh bien on va enfoncer le throwback. Et là, il faut soit être patient, soit redessiner la figure, mais de toute manière, cela amène à un questionnement. On peut également avoir, lors du contact avec la ligne d'eau, eh bien, un refus catégorique de passer, ce qui peut donner d'ailleurs lieu à un triple bottom, hein, comme on peut le voir sur la vidéo. On a également des cas qui sont très frustrants, c'est lorsque les cours vont tenter à plusieurs reprises de passer au-dessus de la ligne d'eau, hein, et qui vont finalement, ces cours, eh bien, soit accélérer, soit finalement baisser, mais ce sont des cas effectivement assez stressants. Et on va passer tout de suite à la manière dont on va trader ces double bottom. Alors dans sa configuration la plus classique, hein, pour le trading des double bottom, l'idée est assez simple. On ne rentre en action qu'une fois que l'on a cassé la ligne d'eau, ici. Et l'objectif va être de prendre la hauteur, ici en mauve, hein, du dernier creux, que l'on va reporter au-delà de la ligne d'eau. Ainsi, ça vous donne un objectif théorique. Il faut, quand on parle de trading, toujours adapter son stop loss et poser un stop loss, hein, et ce stop loss sera mis en dessous de la ligne d'eau. C'est-à-dire que si les cours venaient à redescendre en dessous de la ligne d'eau de manière conséquente, hein, significative, et qu'il devait atteindre le niveau de stop loss, eh bien on sortirait de sa position, on prendrait ses pertes, comme on dit, sans insister. Il est clair que le niveau du stop loss est crucial. On reviendra sur cela un petit peu plus tard. Alors maintenant, il faut bien comprendre que certains traders agressifs n'agissent pas comme ça. Ils vont entrer beaucoup plus précocement, c'est-à-dire pendant la période de remontée. Alors généralement, hein, il faut céder d'autres indicateurs techniques, d'autres éléments ou éventuellement les nouvelles, hein, qui seraient bonnes et qui expliqueraient pourquoi on peut prétendre à une fin de consolidation. Les traders les plus agressifs donc achètent alors que le double creux semble en construction, et ils prennent leur profit partiellement lorsque l'on retourne sur la ligne d'eau, et quittent éventuellement à conserver le reste de la position au cas où les cours iraient chercher, selon la méthode qu'on a expliquée précédemment, eh bien une hauteur correspondant à la hauteur du dernier creux. Ce genre de trader et de trading agressif, hein, s'accompagne d'un stop loss un petit peu différent, puisque généralement, en imaginant que l'on ait acheté ici, on mettra le stop loss en cas de retour significatif en dessous du dernier creux, signe que eh bien, les cours semblent ne pas vouloir dessiner ce double creux potentiel. Parlons maintenant du trading du V-bottom, qui est aussi un petit peu spécifique. Il s'agit d'une configuration qui est assez traître, assez difficile à trader. Déjà, il faut bien prendre soin de vérifier que la forte poussée qui est censée, hein, représenter la formation du V-bottom s'accompagne de volumes significatifs, de telle manière que l'on sache qu'il y a un intérêt avéré pour l'indice, l'action ou la devise, hein, concernée. Donc déjà, il faut une forte poussée des volumes lors de la remontée, et il est préférable d'attendre une consolidation sous forme de throwback avant de rentrer. C'est-à-dire que lorsque les cours vont remonter sans coup férir et qu'ils vont finalement entamer une décrue, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il vaut mieux rentrer. L'achat doit se faire de manière très prudente, parce que ce sont des configurations, je l'ai déjà dit, un petit peu approximatives. C'est généralement à la suite d'une excellente nouvelle, hein, que les V-bottom vont apparaître. Là aussi, le stop loss se doit d'être mis, et de manière plutôt agressive, hein. Une fois que le creux
est formé ici, eh bien le stop loss doit être mis en dessous du niveau à partir duquel on considérera que la figure n'était qu'une vue de l'esprit et qu'elle n'est pas véritablement suivie des faits. J'insiste, le stop loss doit être impérativement posé. Alors pour l'objectif, on a coutume de dire que de manière théorique, on prend la hauteur du creux et que l'on va reporter au-dessus de la ligne d'eau pour nous donner un objectif, encore une fois, assez théorique, mais qui quand même permet de poser des jalons. Le schéma de base d'un double top eh bien, est relativement similaire. Généralement, vous allez avoir une baisse des volumes sur le deuxième sommet qui correspond en fait à une information psychologique sur laquelle eh bien, la deuxième remontée se fait sans véritable conviction dans un marché un peu creux, comme on dit. Et de toute manière, quand on monte sans volume ou avec une baisse des volumes, il faut toujours rester assez circonspect. Là aussi, on va avoir une ligne d'eau pour ce double top et la ligne d'eau lors de sa cassure peut donner lieu à un retour lors d'un pullback comme ça pour vérifier la solidité de ce qui est en train de se produire et normalement ça doit bloquer sur un niveau de pullback avant de redescendre. Et là aussi il peut y avoir des fausses cassures. C'est d'autant plus vrai que l'on descend les unités de temps, c'est-à-dire qu'en intraday, pour donc les traders actifs, ceux qui tradent pour 5, 15 minutes, 1 heure, voire un jour, il faut savoir que plus on descend les unités de temps, c'est-à-dire plus l'unité de temps est petite, plus le risque de fausse cassure est important. Et vous avez également des triple bottom qui vont donner finalement des triple bottom, comme c'est le cas ici, après un échec à passer la ligne d'eau. Là, vous avez un exemple de triple bottom en Ève, Ève, Adam. C'est pour cela que il est généralement recommandé, au moins quand on débute, d'attendre la ligne d'eau et sa cassure avant d'entrer en spéculation à la baisse, puisqu'on peut effectivement connaître des soubresauts assez stressants pour les débutants. Alors quand on parle de trading, le principe est le même. La vente, je l'ai dit, intervient lors de la cassure de la ligne d'eau. Vous prenez la hauteur du dernier pic que vous reportez en dessous de votre ligne d'eau et ça vous donne un objectif théorique. Le stop loss est généralement mis de telle manière que si on réintègre la partie haute au-dessus de la ligne de coup, la ligne d'eau, eh bien on est déclenché, on limite les pertes puisque visiblement les chances de réalisation d'un double top sont amoindries. Donc il faut savoir prendre ses bénéfices, et enfin ses pertes en l'occurrence, et sortir. Pardon. Certains d'ailleurs rentreront ou renforceront uniquement dans le cas d'un pullback, un retour sur la ligne de coup, tout en sachant que lorsqu'il y a retour sur la ligne d'eau, dans le cadre d'un pullback ou d'un throwback, les statistiques montrent que généralement les mouvements sont moins violents, donc également moins intéressants financièrement à trader. Alors si vous êtes par contre un trading agressif, pareil, vous pouvez essayer de commencer à spéculer à la baisse lors de la formation, du début de formation du double top. Il faudra mettre un stop loss au cas où on reviendrait significativement au-dessus de ce que vous pensiez être le second sommet. L'objectif 1 sera de rallier la ligne de coup. L'objectif 2, de manière traditionnelle, sera d'aller chercher la hauteur reportée en dessous de la ligne de coup. On peut aussi varier, faire 2 tiers, 1 tiers au niveau de la prise de profit ou 75%, 25% au niveau de la prise de profit sur l'objectif 1 ou l'objectif 2. C'est vous qui voyez. On va passer maintenant au cas du VTOP. Donc dans ce cas également assez dangereux à trader et qui a réservé en fait aux traders les plus agressifs, on attendra que la baisse soit effectuée de manière claire et qu'une sorte de retracement à la hausse intervienne, et on préférera donc attendre ce pullback pour spéculer à la baisse sur l'action, l'indice ou la devise concernée. Le stop loss devra se mettre au cas où on repasserait au-dessus de ce que l'on appelle donc la ligne d'eau. C'est-à-dire que si vous voyez que là on remonte trop pour que la chute soit vertigineuse derrière, qu'il n'y a pas de véritable panique à la vente, il vaut mieux prendre ses pertes. Et là aussi, pour s'assurer quand même d'être du côté des fondamentaux, il est bien d'intervenir sur ce genre
de figures techniques lorsque des nouvelles particulièrement mauvaises viennent affecter l'économie ou un secteur d'activité en particulier. L'objectif, toujours le même, c'est de prendre la hauteur de la figure que l'on reporte en dessous de la ligne d'eau. Alors c'est parti maintenant pour les cas pratiques, puisque c'est finalement le plus enrichissant. On va commencer par une figure de V-bottom. Vous allez avoir ici sur Alcatel-Lucent, j'ai pris l'unité de temps hebdomadaire, puisqu'on retrouve ces figures sur toutes les unités de temps. Vous voyez une chute vertigineuse de 34%. Il s'agit effectivement de ce qu'on pourrait considérer comme un V-bottom, puisque derrière on remonte tout aussi sec. On remarquera ici la présence du throwback, là. Un moment à partir duquel on peut effectivement acheter, ou alors pour être plus agressif on aura acheté avant, mais j'encourage vraiment à attendre le throwback. Et regardez l'importance des volumes. Ici on voit bien que sur la figure, eh bien, il y a eu une montée significative des volumes. Vous allez avoir en particulier sur la période qui suit juste la formation du creux, un engouement très important sur Alcatel-Lucent ici, qui montre qu'effectivement on crédibilise l'existence de cette figure. Alors l'objectif théorique a ici été rallié, vous voyez, par report de la profondeur du creux. Normalement le stop loss aurait dû être mis si on a acheté là, et bien vous voyez, en cas de retour significatif en dessous de la ligne d'eau. Alors il est important de ne pas se précipiter et de bien intégrer, mais je l'ai déjà dit, que cette figure est dangereuse. Vous pouvez les trader, mais dans ce cas peut-être qu'il faudrait adapter la somme engagée. Là vous voyez une baisse significative de 26%. Si on attend, mettons un retour en arrière assez significatif pour acheter, vous voyez que là effectivement on est reparti à la hausse, mais ça a été un petit peu mou et finalement le gain a été assez limité et l'objectif théorique qui était la profondeur du creux n'a pas été rallié ici. Si on prend un cas de double top à présent, je vous prends le CAC 40 en unité journalière cette fois. Vous remarquerez ici la présence du premier top, la présence du deuxième top. Vous avez également, à partir du moment où on a cassé la ligne d'eau, une accélération à la baisse. Vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de pullback. On est tombé comme une pierre. Et les volumes sont intéressants à noter ici également, puisque vous voyez que là pareil, sur le deuxième creux, beaucoup plus d'hésitation, beaucoup moins de volume que sur le premier creux. Ça aussi, ça peut nous alerter et c'est un des éléments qui va faire que certains vont donc entrer en spéculation à la baisse avant même que l'on ait cassé la ligne d'eau. L'objectif a été rallié. Ok, la hauteur reportée vers le bas. Et là, vous remarquez que ceux qui ont attendu un pullback pour entrer en seront pour leurs frais puisqu'il n'y a pas eu de pullback et que l'objectif a été rallié, voire même dépassé immédiatement. L'objectif théorique a constitué en fait la moitié de l'objectif total. On enchaîne avec un double bottom. Alors, on va aller un petit peu plus vite. On est toujours sur le CAC 40. Vous voyez votre premier creux, votre deuxième creux, donc double bottom en Eve et Eve là. Pardon, Adam, puisque les pentes sont très marquées. L'achat se ferait ici lors du franchissement significatif de la ligne d'eau. Le stop loss se mettrait en dessous en cas de retour important en dessous de la ligne d'eau. Et puis derrière, vous remarquez que l'objectif théorique n'a pas été touché, ce qui m'amène donc à présenter une autre façon de prendre ses profits qui est largement utilisée par les traders expérimentés, c'est le stop suiveur. L'idée c'est qu'au lieu de viser l'objectif théorique, vous allez faire remonter votre stop au fur et à mesure que l'on inscrit des plus hauts. Je vous ai expliqué que le stop loss était là en cas de retour en dessous de la ligne d'eau. L'idée c'est que vous allez laisser les cours monter, ainsi, puis ils vont forcément consolider un moment. Puis au moment où ils remontent et ils inscrivent un nouveau plus haut par rapport au précédent, eh bien ce nouveau plus haut, ce nouveau sommet doit faire l'objet d'un remontage du stop loss en dessous du nouveau creux. Voici les deux nouveaux sommets, voici les deux creux, les deux derniers creux. Eh bien dès inscription d'un nouveau sommet,
vous remontez le stop suiveur. Ça fait l'objet de beaucoup d'explications dans mon module de formation sur la gestion du trade, si vous voulez en savoir davantage. Et là, finalement, les cours sont redescendus au niveau du stop suiveur qui s'est substitué au stop loss. La prise de profit est là, alors que si on avait simplement laissé son stop loss ici, il aurait été déclenché et le trade aurait été perdant, alors que là, il est légèrement gagnant. Alors tout de suite, autant en parler. À quel moment faut-il acheter? Est-ce que c'est dès le franchissement ou pas? Alors là, il existe autant de façons de faire que de traders. À titre personnel, soit j'attends une bougie de confirmation pour acheter, soit je regarde que la hausse des volumes a été significative lors de la cassure de la ligne d'eau. Alors évidemment, si vous choisissez d'attendre une bougie de confirmation, comme c'est le cas ici, vous exposez au fait que la hausse a été tellement violente qu'en attendant la bougie de confirmation après cassure, eh bien vous ayez déjà mangé le gros de la hausse. Il n'y a pas de solution miracle en trading. C'est pour ça que d'autres préféreront acheter dès qu'ils voient que la cassure a toutes les chances d'être réelle et qu'on ne va pas revenir en dessous. Mais là, on s'expose quand même à ce qui est au dernier moment un reflux massif qui nous amènerait à être rentré sur un faux signal. Là encore, méfiez-vous de ceux qui vous donnent une solution monolithique par rapport à tout. Il faut juger au cas par cas et prendre ses responsabilités tout en sachant qu'il y aura forcément du déchet dans la décision d'entrer à tel ou tel moment. On enchaîne avec le VTOP. Dans le cas du VTOP, j'ai pris Société Générale en unité de temps mensuelle. Vous voyez que le pic est évident ici, il se fait sur une bougie. Et l'objectif de la spéculation à la baisse consistera donc, une fois que l'on a déterminé la ligne d'eau, de prendre la hauteur de la figure, reporter en dessous de la ligne d'eau. Le stop loss se met au-dessus de la ligne d'eau. La vente spéculative se fait en cassure. Et vous remarquez encore une fois, bon, d'une part l'objectif a été atteint, c'est sûr, mais c'est pas le plus difficile. Le plus difficile dans le cadre de ces figures, c'est de placer le stop loss de manière significative. Trop près, eh bien, on aurait été déclenché ici lors de la remontée de Société Générale, trop éloigné et vous sortez sur une prise, sur une perte assez importante. Il faut donc envisager d'avoir des stop loss qui sauteront, c'est comme ça. De toute manière, je l'ai dit, c'est une figure qui est assez difficile, hasardeuse, même si elle peut être effectivement très lucrative. Le triple top à présent. Alors là, j'ai pris total en unité jour. Vous voyez 1, 2, 3 tops. Et là, vous remarquerez par contre que les creux ne sont pas forcément alignés. Il est difficile de trouver une ligne d'eau sur les triple tops parce que parfois on ne redescend pas au même niveau que la baisse précédente entre deux sommets, comme ici par exemple. Par contre, quelque chose de très important à suivre, notamment sur Total dans ce graphe, c'est le suivi des volumes. Vous voyez comme les volumes baissent à mesure que l'on inscrit des plus hauts, enfin des hauts, là ils sont un petit peu plus hauts, mais au fur et à mesure qu'on inscrit les tops, et bien les volumes baissent, qui montrent qu'il y a de moins en moins d'acheteurs finalement et qu'on monte sur un marché assez creux. Là, vous remarquerez sur Selectis exactement le même phénomène. On monte, on fait 3 tops et vous remarquerez que les creux ne sont absolument pas alignés. C'est normal dans le cadre des triple tops, sinon ça s'apparenterait d'ailleurs à un canal et pas un triple top. Alors c'est pour ça qu'il faut savoir céder des divergences sur indicateur pour avoir un petit avantage sur le marché. Là vous regardez, j'ai pris le SP500, donc l'indice phare américain en unité journalière. Vous voyez votre triple bottom, triple creux. Et j'ai pris le MACD, le RSI, puisque sur ces deux cas, on voit qu'il y a eu des divergences haussières. Divergences haussières, c'est-à-dire qu'on a fait des plus bas sur les cours. Alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais il y a bien un plus bas entre ici et là. Là, c'est un peu plus bas qu'ici. Et en même temps, sur les indicateurs techniques, ce n'est pas le cas, puisque ni le MACD ni le RSI n'a fait de plus bas. Et ça montre justement qu'on est peut-être prêt pour la formation d'un triple bottom. Alors le feu vert est donné notamment lorsque le RSI va franchir la ligne des 50, puisque c'est la ligne à partir de laquelle on considère que les haussiers sont aux commandes, et c'est ce qui justifierait en fait que certains achètent en fait alors que la hausse, le triple creux n'est pas complètement formé, en anticipant justement la formation d'un triple bottom.
Alors, on va terminer avec un élément qui est très important, qui est le travail fait par Monsieur Bulkowski sur les probabilités de réussite du double bottom. Il a remarqué que on pouvait vraiment améliorer les chances de réussite si le double bottom intervient après une baisse significative. Il dit qu'il faudrait au moins une baisse de 10% pour le premier creux et le deuxième creux, au moins. C'est-à-dire, ça ne préjuge pas de ce qui s'est passé avant, hein. C'est par rapport à la ligne de coup. Il faudrait également donc, du coup, qu'il y ait aussi une hausse d'à peu près 10% entre les deux bottoms, 10%. Et il faut éviter que la différence entre le premier et le deuxième creux soit inférieure, enfin supérieure à 5%. Donc clairement, il faut que ce soit à peu près au même niveau. Et dans ces considérations, et lorsqu'on considère ces éléments, eh bien, on peut espérer avoir 9 chances sur 10 d'initier une tendance haussière après la cassure. Il remarquera également que dans 6 cas sur 10, on assistera à ce fameux throwback. Et il souhaite, pour améliorer les probabilités de réussite, on a déjà dit, qu'il y ait une hausse de volume lors de la cassure, ce qui montre un véritable engouement. À noter également l'écart entre le premier et le deuxième creux qui doit être entre 3 et 6 semaines pour accélérer, pour augmenter les chances de réussite. Pareil pour un double top parfait, 3 à 6 semaines entre les deux sommets, une hausse de 10% minimum pour le premier creux, pareil pour le deuxième creux, donc une baisse de 10% entre les deux. La tendance préalable doit être haussière. Et derrière, eh bien, on peut voir l'exemple de Mersenne qui est en situation de double top parfait avec une baisse ici qui a correspondu à 11%, donc une hausse ici significative, tendance haussière déjà avant, une baisse de 11%, des sommets qui sont à peu près équivalents et derrière, vous voyez, ça chute. Un autre exemple pour Alcatel en double top parfait de Eve et Adam. La durée est bien comprise entre 3 et 6 semaines, une hausse significative de 28%, alors là j'ai pris toute la vague de hausse, hein. 14% de baisse entre les deux. L'objectif a été rallié au point près, c'est assez impressionnant. Et un exemple de triple top ici, regardez, vous avez un top en Adam, un top en Ève, un autre en Adam, 11% de baisse entre les deux, entre le deuxième et le troisième pic. Ce que j'aimerais également ici mentionner, c'est justement l'importance. Bon, la vente spéculative a été normalement initiée ici lors de la cassure, mais là vous voyez que le pullback a été très généreux. On est revenu à l'intérieur avant de redescendre de manière très, très violente. C'est pour ça que l'idée du stop loss est indispensable, mais en même temps, vous comprenez toute la difficulté qu'il y a à placer son stop loss. Trop agressif, trop bas, il saute facilement. Ok, trop haut, et bien s'il est touché, vous avez une perte importante. Donc il faut vraiment malheureusement gagner en expérience pour mettre le stop loss là où ça semble plus légitime, tout en sachant effectivement qu'il n'y a pas de solution parfaite. Il faut au moins quand même que votre stop loss soit placé à un tel niveau que ce que vous risquez de perdre soit légitime par rapport à l'objectif de gain, c'est-à-dire que il faut que ce que vous espériez gagner soit significativement plus élevé que votre stop loss, sinon c'est un mauvais ratio gain-risque, hein. Donc si par exemple vous espérez gagner 10, il faut que votre stop loss ne soit pas tel que vous risquez de perdre 5, puisque là vous gagnez 2 fois plus que ce que vous perdez. C'est vraiment le maximum que les traders très souvent s'autorisent, hein. Donc le stop loss doit être mis de façon relative, assez agressive pour soigner le ratio gain-perte potentiel, tout en sachant que si s'il est trop serré, eh bien, vous risquez de vous faire exécuter, hein, sur votre stop loss. Malheureusement, et je le dis pour la énième fois, il n'y a pas de solution miracle. C'est surtout l'expérience qui vous aidera ici. Je vous présente à nouveau maintenant un exemple de stop suiveur. On est sur Peugeot ici avec un double creux assez caractéristique, hein. On a bien moins de 2% de différence entre les deux creux, donc c'est valable avec une baisse significative préalablement. Le problème ici, comme vous pouvez le voir, hein, c'est que le throwback
le retour en dessous de la ligne d'eau a été très violent et vous comprenez une fois de plus la difficulté qu'il y a à poser le stop loss. Imaginons que vous l'ayez bien posé, que vous l'ayez mis là. L'objectif, vous avez vu, hein, a été rallié puisqu'il s'agit de rallier la hauteur du dernier creux, ça a été touché ici, mais là quand vous voyez l'impulsion haussière qu'a connue Peugeot, peut-être que vous direz qu'il aurait été sain de laisser courir la position. Bien sûr, c'est toujours plus facile après coup. On peut éventuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, fractionner les sorties. Vous pouvez par exemple prendre une partie de vos bénéfices sur aliment de l'objectif principal ici et laisser courir le reste de la position avec des stops suiveurs. Donc voilà, l'idée c'est que vous ayez votre stop loss. Lorsque vous voyez que les cours dessinent un creux et inscrivent un nouveau plus haut dès ici, eh bien vous faites glisser votre stop loss vers le stop suiveur qui est là. Pareil, vous laissez monter, vous laissez consolider et dès que le cours de Peugeot remonte et inscrit un nouveau sommet, vous faites glisser votre stop suiveur jusqu'à là. Ainsi de suite, on laisse respirer, ça remonte, ça inscrit un nouveau sommet, vous faites glisser votre stop suiveur et ici vous voyez que les cours ont été percutés le stop loss, le stop suiveur en l'occurrence ici, ce qui est quand même beaucoup plus lucratif que si vous aviez sorti toute votre position sur l'objectif théorique principal. Mais encore une fois, il faut à un moment ou à un autre faire des paris, espérer que ça fonctionne bien. On ne peut pas savoir à l'avance jusqu'où ira le cours d'une action, mais c'est pour ça qu'il est également intéressant de combiner l'analyse technique avec les fondamentaux. Si vous voyez que l'action fait l'objet d'un consensus à 59 euros, c'est pas comme si elle faisait un objectif de consensus à 50. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à combiner les deux et à adopter votre stop à ces fondamentaux. J'aimerais vous parler d'une configuration appelée Cat's Ears ici, qui est assez intéressante puisque ce double sommet que vous voyez là va intervenir après une période de baisse et non pas une période de hausse. Alors Cat's Ears, donc oreille de chat. Ce qui est intéressant à noter, c'est que vous avez effectivement de fortes chances d'avoir une accélération baissière en cas de cassure de la ligne d'eau après la baisse préalable. Et ça se repère au fait que vous allez avoir des volumes qui vont être en baisse par rapport à la formation des sommets. Les sommets sont identiques, mais les volumes sont en baisse, ce qui montre qu'il n'y a pas trop de conviction, ou du moins il y en a moins lors de la formation du deuxième sommet. Et il peut être donc intéressant d'ajouter ça à votre boîte à outils. Donc retenez que le sommet en Cat's Ears, hein, c'est un sommet qui va être intermédiaire, alors que la période baissière préalable était quand même assez importante. Vous pouvez également tout à fait envisager d'avoir une succession de double bottom et de double pic, hein, de double sommet. Regardez ici sur Peugeot, double creux avec une hausse de 19% entre les deux, un écart limité à 3,5%, donc c'est valable. Derrière, on atteint au point près l'objectif qui était assigné. Ce n'est que pour mieux dessiner un double top, qui lui aussi va nous permettre d'atteindre notre objectif. Donc gardez toujours à l'idée que les doubles creux, les doubles sommets, eh bien ça fait partie des configurations assez classiques. Il faut toujours garder ça près de vous, il faut aiguiser le regard. Alors on va enchaîner une fois de plus avec l'exemple de Forestia et du stop suiveur. Imaginons que vous ayez mis ici, que vous soyez rentré de manière agressive parce que vous avez vu une divergence haussière sur le MACD. Vous voyez, plus bas sur Forestia, pas de plus bas sur le MACD. Ça peut vouloir dire qu'on va aller chercher la ligne d'eau. Ça peut vouloir dire qu'on va pouvoir faire un double creux. Imaginons que vous ayez acheté pendant la période de remontée. Vous mettez votre stop suiveur éventuellement soit en dessous du dernier creux, soit en dessous du tout dernier creux, en fait, soit en dessous de ça, soit en dessous de cela. Vous laissez monter, vous attendez que ça consolide. Dès qu'on a fait un nouveau sommet là, eh bien, vous remontez votre stop suiveur, vous laissez respirer, ça repart à la hausse, on dépasse le précédent sommet, vous remontez votre stop suiveur, etc., etc. Ça permet de bénéficier quand même d'une partie importante de la hausse, puisque finalement vous serez sorti ici. Alors que voilà, si vous aviez pris vos profits sur la ligne d'eau, eh bien vous auriez eu quand même des profits moins reluisants. On va terminer avec un triple top sur l'argent en unité de temps hebdomadaire. Plusieurs choses à remarquer. Tout d'abord, la configuration ici en Adam, Ève, Ève.
Bon, encore une fois, c'est un intérêt assez limité, mais le plus important, c'est de noter que les volumes en baisse à mesure que l'on inscrit des nouveaux sommets. Il y a de moins en moins de personnes qui alimentent de moins en moins d'achats de titres qui alimentent cette hausse. Ça doit nous alerter sur la possibilité d'effectuer un triple top avec éventuellement une cassure de ligne de coût ici. Remarquez également que la hausse à partir de la période de curée là était annoncée par une divergence haussière sur le stochastique. Vous voyez, on fait des plus basses sur l'argent métal, mais pas sur le stochastique. C'est tout à fait important hein, d'utiliser les indicateurs techniques. Et on va terminer avec le cuivre et l'intérêt qu'il y a à adopter hein, les signaux fournis par les chandeliers japonais. Là aussi, j'ai des modules de formation sur ça si vous voulez en savoir davantage. On aurait pu éventuellement envisager pour les plus prudents de prendre un profit sur la formation de ce harami baissier. Le harami baissier, c'est une grande bougie verte avec derrière un corps rouge qui est complètement compris dans le corps vert précédent. C'est un signal d'hésitation, voire de baisse. On pouvait éventuellement, pour les plus prudents, prendre au moins une partie des bénéfices ici. Un autre signal de chandelier japonais, ce sont les mèches longues. Vous voyez, lorsque vous avez des mèches longues comme ça montre, on le retrouve ici d'ailleurs, hein. On voit bien que les tentatives haussières sont quand même capées, c'est-à-dire que les plus hauts ne sont pas tenus. Dès qu'on va très haut, c'est vendu, donc du coup on termine bien en dessous des plus hauts des séances en cours. Et ça également, c'est un signe d'essoufflement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon chemin initiatique, entraînez-vous, mangez du graphe, puisque c'est finalement comme ça que vous progresserez le plus vite. Et je vous dis à très bientôt pour un autre module de formation. Voilà, j'espère que ce nouveau module de formation vous a plu, qu'il a permis de vous faire progresser. Je vais mettre tout de suite un lien pour que vous puissiez visiter la bibliothèque que je vous propose. Vous pouvez accéder à partir de ce lien à tous les modules de formation. Vous pouvez vous les procurer à l'unité ou alors par niveau, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ou alors si vous voulez sauter dans le grand bain de l'analyse technique, vous pourrez également vous procurer toute la formation intégrale avec tous les livres, toutes les vidéos exclusives, tous les fascicules d'exercices corrigés qu'il y a dans cette formation. Je vous dis à très bientôt pour un autre module de formation et tout de suite le lien cliquable.